Je suis Yoann Le Trouy, expert PrestaShop et SEO chez Digiactif, l'agence e-commerce et référencement naturel certifié PrestaShop. Mon objectif, c'est de vous accompagner pour faire de votre marque une évidence. Et si vous faites du e-commerce, il est extrêmement important d'avoir un site rapide et performant. Et pour ça, il faut avoir un bon hébergement. L'hébergement, c'est vraiment la base d'un projet e-commerce. Il y a vraiment beaucoup de e-commerçants qui se lancent sans prêter attention à cet aspect, et dans cette vidéo, on va voir les conséquences d'un mauvais hébergement pour votre site. Notamment, on va voir que ça va impacter directement la vitesse de votre site, augmenter les risques de piratage et réduire les interactions que vous avez avec vos clients. Concernant la vitesse, un temps de chargement trop long va impacter négativement l'expérience de vos utilisateurs. Deuxième répercussion, c'est le crawl budget. Le crawl budget, c'est le temps alloué par Google pour analyser les pages d'un site. Googlebot va passer régulièrement sur votre site et plus il perdra de temps à analyser des contenus trop lourds, moins il aura de temps de crawler des pages peut-être plus intéressantes sur votre site. Admettons par exemple que Google choisisse d'attribuer 30 secondes pour l'analyse de votre site lors de son passage et que votre site contient 100 pages au total. S'il arrive par votre page d'accueil et que cette page d'accueil contient des images trop lourdes, il va peut-être passer 15 secondes pour analyser la page d'accueil. En admettant que vos autres pages soient moins lourdes et que votre temps de chargement ne soit que de 1 seconde, il pourra analyser 15 autres pages avant de partir. Au total, il aura passé en revue 16 pages, alors que si votre page d'accueil n'avait mis qu'une seconde à être analysée, il aurait pu crawler 30 pages au lieu de 16. En termes de statistiques, il y a différentes études qui montrent qu'il y a une baisse de 57% du trafic quand le temps de chargement est supérieur à 3 secondes. Donc déjà, vous pouvez avoir une idée de l'optimisation de votre crawl budget en fonction du temps de chargement global de votre propre site web. Une autre stat, c'est qu'il y a une perte de 7% de taux de conversion lorsqu'une seule seconde de trop a été mise à afficher un contenu. Enfin, dernière stat, 67% des utilisateurs interrogés indiquent abandonner la visite si un site est trop lent. Par exemple, Amazon a communiqué il y a quelques années sur le fait qu'une augmentation de 100 millisecondes du temps de chargement d'une page générait une baisse de 1% des ventes. Alors 1%, ça vous paraît peut-être peu, mais sur 2016, ça représente 1,3 milliard de dollars pour Amazon. Il y a aussi la société Etam qui a communiqué sur les performances de leur site. Et ils ont dit qu'ils avaient amélioré leur temps de chargement de 700 millisecondes, ce qui a permis d'obtenir plus 20% de taux de conversion, ce qui est énorme. Pour mesurer le temps de chargement de votre site, vous pouvez utiliser différents outils comme l'outil Pingdom, qui vous permet de renseigner votre nom de domaine et de lancer une analyse. Vous avez également l'outil Web Page Test, que j'affectionne particulièrement, surtout parce qu'il permet de sélectionner le serveur de test. Et si vous êtes en France, il est préférable de sélectionner un serveur en France pour être au plus près de la réalité de ce que perçoivent vos visiteurs. Vous pouvez aussi utiliser Google PageSpeed Insight, qui vous donnera moins de détails techniques, mais qui vous permettra d'avoir une analyse plus globale et plus vulgarisée du temps de chargement. C'est pas l'outil le plus complet, mais il vous donnera une note de 0 à 100. C'est simple et efficace. Alors je préfère être clair, l'idée c'est pas d'aller chercher une note de 100%, mais surtout d'éviter d'être dans le rouge. Enfin, une dernière possibilité, c'est d'utiliser la Google Search Console que vous connaissez probablement et qui vous permet d'avoir une vision sur différents éléments tels qu'ils sont vus par Google, dont la vitesse de vos pages et d'autres éléments. Concernant la vitesse de vos URL, vous pouvez aller dans Expérience puis Signaux web essentiels et vous verrez la répartition de vos URL lentes, celles à améliorer et celles considérées comme rapides par Google. Ensuite, un mauvais hébergement peut augmenter le risque de vous faire pirater. Il faut savoir qu'un hébergement, c'est rien d'autre qu'une machine sur laquelle est hébergé un ou plusieurs sites web ou autres d'ailleurs. Sur cette machine, un certain volume d'espace disque va être réservé à l'hébergement de votre site et pour fonctionner, un serveur a besoin de logiciels et donc de mise à jour régulière. Il peut s'agir de mise à jour de fonctionnalités, mais aussi des mises à jour de sécurité. Et donc, il faut que votre hébergement soit régulièrement mis à jour. Ensuite, si vous ne monitorez rien et si personne d'autre ne surveille l'activité de votre site sur le serveur sur lequel vous êtes, ça va être difficile de prévoir et de contrer les tentatives de hack et donc de mettre un terme à une potentielle attaque en cours. On peut distinguer 3 grands types d'offres chez les plus gros hébergeurs. 1. Les offres mutualisées. 2. Les offres VPS, Virtual Private Server. Et enfin 3. Les offres dédiées. Sur une offre mutualisée, votre site va être hébergé sur une machine qui contient déjà des milliers, voire des dizaines de milliers d'autres sites divers et variés,
parmi lesquels des sites tout à fait légitimes et grand public, mais aussi des sites plus sulfureux ou réservés à un certain public, ou encore des sites utilisés par des pirates pour de l'hameçonnage ou autres méthodes de piratage. C'est d'ailleurs pour ça que les hébergements mutualisés ne sont généralement pas très chers, de l'ordre de quelques euros seulement par mois. Imaginez, si vous avez une machine qui coûte à l'achat 2000 ou 3000 euros. Bon, j'ai pas la valeur exacte d'un serveur, mais peu importe, c'est à peu près ça. Et que sur cette machine, vous hébergez 1500 sites qui vous payent chacun 5 euros par mois. Vous comprenez très vite que c'est extrêmement rentable pour les hébergeurs. Mais à contrario, d'une part, les ressources de la machine sont très sollicitées, et donc la conséquence, c'est d'avoir un site qui rame souvent, et d'autre part, eh bien vous n'avez aucune maîtrise, vous en tant que client, sur les sites qui sont hébergés avec vous. Un hébergement VPS, eh bien c'est un peu comme un compromis entre un serveur dédié et un serveur mutualisé. Il va s'agir d'avoir plusieurs sites sur une même machine, mais cette fois, chaque site va être cloisonné et ne pourra pas vraiment impacter son voisin. L'intérêt, c'est que ça vous protège un peu plus, mais ça vous oblige aussi à maintenir une partie de la machine. Vous aurez plus de possibilités au niveau de la configuration qu'un mutualisé, mais vous aurez toujours moins de possibilités qu'un dédié. Enfin, on y vient, l'hébergement dédié, c'est vraiment le top. Mais l'inconvénient, c'est que ça coûte plus cher et qu'il faut pas mal de connaissances pour le maintenir et effectuer les mises à jour. Enfin, troisième élément, c'est la réputation de l'adresse IP. Il faut savoir que lorsque votre site est hébergé sur un serveur, votre nom de domaine va être relié à une adresse IP. Cette adresse IP, c'est un peu comme la plaque d'immatriculation de votre voiture, à la différence près qu'un ou plusieurs noms de domaine peuvent correspondre à une seule adresse IP, là où c'est pas possible pour une voiture. Si vous êtes sur une IP que vous ne maîtrisez pas, peut-être partagé entre plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de noms de domaine. Bien entendu, vous n'avez dans ce cas aucune maîtrise de ce que font les autres sites sur votre adresse IP. Par exemple, l'un des domaines peut très bien être lié à un site de contenu pour adultes et ça peut engendrer un flag de l'adresse IP et envoyer d'une part un mauvais signal à Google et d'autre part une baisse de la délivrabilité des mails qui seront envoyés depuis cette IP et donc depuis votre site. La réputation de l'IP, c'est vraiment un élément assez important qui est très souvent négligé par méconnaissance lorsque vous choisissez un hébergement. Un autre élément à prendre en compte, c'est la géolocalisation de l'IP. Il faut savoir qu'une IP est liée à une situation géographique. Or, les hébergements de type grand public qu'on trouve un peu partout ne permettent pas de gérer cette géolocalisation. Par exemple, si vous vendez des produits sur le marché français, il est préférable, dans le cadre d'une bonne optimisation SEO, d'avoir une IP géolocalisée en France. À titre d'exemple, quand j'optimise un site pour être correctement positionné sur Google, je vais attribuer une IP correctement géolocalisée en fonction du marché qu'on cible. Dans le cas d'une boutique qui serait multilingue et qui s'adresserait au marché français, allemand et espagnol, par exemple, je vais utiliser 3 noms de domaine, un en .fr, un en .de pour la version allemande et un en .es pour la version espagnole. Et je vais veiller à attribuer une IP géolocalisée en France pour le .fr, en Espagne pour le .es et en Allemagne pour le .de. Et il y a un outil qui vous permet de vérifier dès maintenant la géolocalisation de votre adresse IP. C'est une extension Chrome qui s'appelle DNSLytics. Vous pourrez retrouver cette extension notamment sur dnslytics.com. Elle existe probablement pour Firefox, mais j'utilise Chrome, donc je vous parle de ce que je connais. Et donc cette extension, elle vous donne tout un tas d'informations. La version gratuite suffira amplement pour voir notamment où est localisé l'IP. C'est inutile d'aller prendre un abonnement, sauf si vous avez d'autres besoins. Pour en revenir au type d'hébergement, je vous ai dit qu'il y avait 3 grands types, mais en réalité, il existe un 4e type un peu plus confidentiel. D'une part, on a les hébergements mutualisés, les VPS, les hébergements dédiés, et le 4e, sont les hébergements qu'on va appeler privés. Donc on va résumer un petit peu ce que je vous ai dit sur les 3 grands types d'hébergements grand public, et ensuite je vous expliquerai la différence avec ce que j'appelle un hébergement privé. Donc les hébergements mutualisés ont le gros avantage de ne presque rien coûter et d'être très facile à mettre en place. En général, quand on se lance en e-commerce, on se tourne vers ce type d'offre, tout simplement parce que c'est pas cher et qu'on ne connaît pas du tout l'impact négatif qu'un tel hébergement peut avoir sur un business en ligne. Aucune connaissance technique et c'est pas cher. En revanche, le risque, comme on l'a vu, c'est d'avoir un serveur lent, notamment parce que les ressources globales du serveur seront partagées avec tous les sites présents sur ce serveur, d'avoir une exposition au hack un peu plus accrue et une IP avec une mauvaise réputation. Vous n'aurez pas non plus la possibilité de configurer parfaitement votre serveur si vous en avez besoin. Ce sera à vous de rentrer dans le moule de ce que permet ou non votre hébergement.
Un autre inconvénient qui dépend directement de la réputation de l'IP, c'est que les mails transactionnels envoyés par votre site arriveront probablement en spam chez vos clients ou pire, ne seront pas délivrés au destinataire sans que vous ne puissiez rien y faire. Les offres mutualisées ne proposent généralement pas de services tiers comme les sauvegardes automatisées et externalisées de votre site. Parce que même si vous êtes hébergé chez un hébergeur reconnu, il est tout à fait possible qu'un disque dur crame ou pire qu'un serveur prenne feu. Et dans ce cas, si vous n'avez pas de sauvegarde, eh bien vous aurez tout perdu. Donc j'insiste sur l'importance d'avoir des backups quotidiens et externaliser. L'externalisation, ça consiste à envoyer la sauvegarde sur un autre serveur et même mieux sur un autre serveur dans un autre centre de données, autrement appelé data center. Et ça, bien souvent, c'est pas du tout le cas dans les offres bas de gamme. Le backup idéal, c'est un backup qui a lieu plusieurs fois par jour et qui est envoyé sur un serveur dans un ou plusieurs autres centres de données. Ensuite, les hébergements dédiés, comme son nom l'indique, la machine va être dédiée à votre site. Donc là, on est dans le top du top. Vous ne pouvez pas avoir mieux, mais ça va nécessiter d'avoir beaucoup de connaissances techniques. Vous allez avoir la possibilité d'obtenir des performances optimales pour votre site, à condition que vous ayez bien configuré votre serveur. Et vous allez pouvoir configurer justement votre serveur pour qu'il s'adapte parfaitement à vos besoins et non l'inverse comme c'est le cas pour un mutualisé. Ensuite, vous allez pouvoir améliorer la délivrabilité des mails transactionnels de votre site puisque vous serez le seul utilisateur de votre adresse IP et donc la réputation de cette IP ne dépendra que de ce que vous ferez sur votre machine et sur votre site. Le gros inconvénient en revanche, c'est que ça coûte cher puisque là, où un hébergement mutualisé coûtera quelques euros par mois, 5, 10, 15 euros par mois, un serveur dédié coûtera quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros par mois, en plus des prestations d'un infogérant ou d'un administrateur système si vous n'avez pas les connaissances nécessaires. Et oui, parce qu'un serveur dédié, faut l'installer vous-même, faut choisir une distribution adaptée à votre usage, faut le configurer correctement par rapport à votre site ou plutôt à votre CMS, faut effectuer les mises à jour plusieurs fois par mois, faut gérer les bugs, faut gérer les crashs, et tout ça vous-même, et il faut surveiller quotidiennement ce qui se passe sur votre serveur et déjouer les tentatives de hack notamment. Donc c'est vraiment pas mal de connaissances. Et un infogérant, il peut facilement coûter là aussi quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros par mois. Le dédié, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est aussi ce qui coûte le plus cher. Ensuite, il y a les offres VPS pour Virtual Private Server. C'est une sorte d'hybride entre le mutualisé et le dédié. Techniquement, votre hébergeur va installer un logiciel de virtualisation sur une machine dédiée et cette virtualisation va segmenter le serveur en plusieurs espaces qui seront chacun réservés à un site. C'est une excellente alternative au dédié, mais le problème là encore, c'est que vous serez probablement limité en termes de ressources parce que certes, vous aurez la garantie d'avoir X gigaoctets de RAM par exemple, mais cette quantité de RAM ne sera peut-être pas suffisante pour subvenir parfaitement à vos besoins. Et enfin, on arrive à la quatrième offre. Il y a ce que j'appelle les offres privées qui consistent à déléguer la gestion de l'hébergement de votre site à un prestataire qui possède lui-même des serveurs dédiés et sur lesquels il ne va héberger que ses propres clients. Et dans ce cas, le prestataire en question a tout intérêt à surveiller correctement les sites de ses clients afin que tous les sites tirent un maximum de performance du serveur. C'est du management sur mesure un petit peu. C'est ce qu'on propose notamment chez DigiActif et c'est selon moi le meilleur compromis entre mutualisé et dédié dans le sens où vous pourrez obtenir les performances d'un dédié au prix d'un VPS sans aucun inconvénient d'une offre d'hébergement mutualisé et tout ça sans aucune connaissance ou intervention technique de votre part. Le seul inconvénient qu'on pourrait trouver à ce type d'offre, c'est qu'effectivement, la machine n'est pas totalement dédiée à votre site. Mais la gestion manuelle qu'on opère fait que c'est totalement transparent pour vous, que ce soit en termes de performance ou de possibilités de réglage. Donc là, je pense qu'on a fait un bon tour comparatif des différentes offres qu'il est possible de trouver. Et je pense aussi que vous comprenez mieux maintenant pourquoi il ne faut surtout pas négliger l'hébergement dans le cadre d'une activité e-commerce. Et enfin, j'espère que vous aurez compris que les offres mutualisées ne sont pas du tout adaptées au e-commerce, en tout cas si vous avez une réelle ambition et des attentes concrètes de votre activité et que vous êtes en quête de performance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes performances et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.